Sec, représenté par Thibaut Quiquelin et Philippe Humeau, avec la thématique suivante. Comment sécuriser des milieux de serveurs? C'est à vous, messieurs. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, on va déjà parler du problème. C'est que la cybersécurité, c'est pas un problème compliqué. C'est pas du tout un problème compliqué. Un problème compliqué, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est la théorie de la gravité qui a pu être résolue par un seul homme. On pense que c'est un seul homme, Einstein. Un problème compliqué peut être résolu par une seule personne. Très intelligente, certes, mais une seule personne. Alors, la cybersécurité, c'est un problème complexe. Un problème complexe, c'est envoyer des gens sur la Lune. C'est pas possible, même si on est très intelligent. Ça demande une collaboration. Ça demande de travailler à beaucoup de personnes ensemble à un même objectif pour arriver à quelque chose qui dépasse l'unité et qui permette d'être plus forts tous ensemble. Et donc la cybersécurité a été traitée comme un problème compliqué pendant des années par ces sociétés, par exemple. Et ces sociétés, elles ont un point commun. Elles ont des dizaines de millions ou des centaines de millions d'euros de budget en cybersécurité par an. Ce qui est marrant, c'est qu'elles ont un deuxième point commun. Elles se sont toutes faites hacker. Donc quand on est JP Morgan et qu'on met 800 millions de dollars sur la table en espérant être sécurisé et qu'on se fait compromettre par quelqu'un qui n'a même pas dépensé 8000 dollars en face, on a quand même un problème. Et ce problème, c'est justement qu'on a traité la cybersécurité pendant 40 ans comme un problème compliqué. On a essayé d'être plus puissant que les attaquants. Plus de couches de sécurité, plus d'outils les uns au-dessus des autres, plus de budget, plus d'équipes. Ça n'a pas marché. On a vu les résultats récemment, ça n'a pas vraiment bien marché comme approche. La deuxième chose qu'on a essayé de faire, c'était d'être plus malin que les attaquants. On a utilisé des stratégies de déception, en disant on va copier les militaires, on va faire comme eux, ça n'a pas marché. On a essayé de renommer tous les antivirus en EDR, en disant, ça se trouve, ça n'a pas marché non plus. On a dit qu'on allait mettre de l'IA, et ça n'a pas marché non plus. Donc plutôt que de refaire 150 fois la même chose, on vous propose une autre approche. Plutôt que de se dire qu'on est soit plus malin, soit plus puissant, on va juste se dire qu'on est plus nombreux. En fait, on est plus nombreux à vouloir utiliser Internet d'une façon positive pour le business qu'à vouloir compromettre des choses sur Internet. La démographie parle en notre faveur. Et je vois des militaires dans la salle. Est-ce que vous connaissez un sergent qui dirait face à une caserne assiégée « Allez-y les gars, sortez un par un ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le sergent vous dira « Mettez-vous tous en ordre de la taille, soyez prêts, on va sortir tous ensemble et on va les déglinguer ». Qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans? On se dit tous que un par un, on va les battre. On sort tous en se disant qu'on est plus fort que Milkashnikov avec la tactique du Captain America, du jetpack dans le dos et du bouclier antinucléaire. Ça ne marche pas. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu une personne se battre contre un nid d'abeilles? Jamais. La seule chose qu'on fait face à un nid d'abeilles, c'est qu'on court. Et donc, le problème de la cybersécurité, qui est un problème complexe, doit être traité de cette façon. Et pourquoi ces boîtes qui ont mis autant d'argent se sont quand même fait avoir? Elles se battent contre 3 facteurs contre lesquels elles ne peuvent pas gagner. Des forces qui sont asymétriquement en faveur de l'attaquant. Et là encore, je m'adresse aux militaires, quand on a une force en faveur de l'attaquant de façon asymétrique, on ne peut pas gagner. Le temps. Qui est-ce qui choisit quand est-ce qu'il se fait attaquer par un hacker dans la salle? Vous leur passez un coup de fil, vous leur dites à 12h10 aujourd'hui on sera prêt? Non. Quand est-ce que vous savez qu'une nouvelle vulnérabilité est sortie sur le marché? Quand elle a déjà été utilisée. Donc elle est déjà là. Vous n'êtes pas au courant de quand. Vous ne maîtrisez pas le quand. Vous ne maîtrisez pas quand est-ce que l'éditeur va sortir le patch. Vous maîtrisez à peine quand est-ce que vous pouvez le déployer. Le temps joue contre vous. La deuxième chose qui joue contre vous, c'est le périmètre. Ce périmètre, il a explosé. Vous avez créé des VPN par milliers pour laisser les workers travailler à distance pendant la crise du Covid. Avant, on avait une DMZ, un firewall, on se disait, OK, tout est à l'abri, c'est super, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a des cloud drive, du SaaS, des containers, des VM, du bare metal. On a des données partout et n'importe où. Et à moins de vouloir revenir à l'époque du pager, du Minitel, des pantalons fluo et des Walkman qui faisaient mal aux oreilles, on n'a pas trop le choix que d'adapter cette nouvelle façon de travailler. Donc le périmètre a explosé. La troisième chose, c'est l'argent. Si on revient au slide précédent, 800 millions de dollars pour JP Morgan, 8000 dollars pour l'attaquant, le ratio est de 1 à 100 000. Vous iriez dans un casino, vous avez une chance sur 100 000 de gagner? Non. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'on se dit qu'on a une chance de gagner. Merci. Et donc effectivement, l'approche aujourd'hui qui est proposée, c'est d'avoir une approche qui est collaborative et participative.
en distribuant en fait un logiciel open source qui travaille comme un IPS local, qui va permettre aux gens d'être capables localement et à leur échelle de détecter et de se protéger contre des attaques, tout en joignant nos forces, puisque le logiciel, lorsqu'il va bloquer les attaques, va communiquer les méta-informations des attaques qui ont été bloquées à une base centralisée pour être capable d'identifier les personnes qui attaquent à répétition et de redistribuer cette information à l'ensemble des participants. Ainsi, lorsque vous bloquez une attaque, en échange, entre guillemets, on va vous redistribuer la liste des adresses IP qui sont susceptibles de vous attaquer, puisqu'on les a vus réaliser les mêmes attaques à répétition envers d'autres participants. Donc c'est une solution open source, un logiciel d'IPS local, pour arriver à créer une CTI locale, d'où le parallèle avec Waze, le GPS participatif, mais pour la partie cybersécurité. Le logiciel en soi est sur un fonctionnement qui est relativement simple. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers de fail2ban, on pourra y voir un certain parallèle, puisque le logiciel va être capable de se nourrir des différents fichiers de log qui peuvent exister. Donc aujourd'hui, c'est sur les environnements Linux, et donc la plupart des services qu'on va retrouver, ça puisse être tout simplement des services HTTP, du SSH ou des choses similaires. Ces logs, ils vont être parsés pour être normalisés et être enrichis. Ça peut être des enrichissements simples comme de la géolocalisation, ou alors des enrichissements sur des bases de CTI existants ou vos propres système interne. Et ces logs, une fois qu'ils ont pu être normalisés et enrichis, on va les confronter à des scénarios. Et déjà dans cette phase en fait de parsing et de détection, le côté communautaire commence à prendre sa place, puisque outre le fait que le logiciel soit un logiciel open source, les différents parseurs et les différents scénarios font partie d'un hub qui sont ouverts à la communauté, auquel les gens peuvent contribuer, suggérer des changements pour détecter de nouvelles attaques et ainsi de suite. Une fois qu'on a été en mesure comme ça de détecter une attaque, on va vouloir y remédier. Et là, ici, on a un premier parti pris basé sur notre expérience, qui est le fait que, face à une même attaque, deux populations vont vouloir réagir de deux manières différentes. On gère des infrastructures mail, globalement, ça fait ni chaud ni froid à personne. De bannir des pans entiers d'Internet, les personnes arriveront à trouver leur chemin. A l'inverse, si vous faites de l'e-commerce ou du transactionnel, c'est quelque chose qui est considéré généralement comme très anxiogène pour des e-commerçants. L'idée étant ici, via ce qu'on appelle les bouncers, ou les videurs en anglais, de choisir où et comment est-ce qu'on va remédier une attaque. Dans certains cas, on va vouloir tout simplement injecter des captcha via un CDN comme Cloudflare, ou alors de manière plus classique, bannir des adresses IP au niveau du firewall. Mais la réponse peut même parfois se trouver carrément au niveau applicatif, avec des librairies PHP ou des plugins WordPress qui vont permettre d'apporter des réponses différentes à l'utilisateur, puisque, comme on l'a dit, si le bannissement, dans certains cas, est une réponse satisfaisante, dans d'autres cas, on va simplement vouloir s'assurer que la personne n'est pas un robot en lui présentant un captcha, que le robot n'arrivera pas à passer, mais que l'humain lui passera. Et par-dessus tout ça, et c'est là vraiment la pierre angulaire du projet, c'est justement ce côté participatif. Une fois que vous avez pu détecter et bloquer une attaque, le logiciel, même si c'est quelque chose que vous pouvez désactiver, va partager les métadonnées de l'attaque que vous avez bloquées, à savoir l'adresse IP, le scénario et le timestamp avec nos services. Et nous, de notre côté, une fois qu'on aura trié, entre guillemets, puis éliminé les faux positifs et éliminé les risques de poisoning, cette information va être redistribuée à l'ensemble des membres de la communauté basée sur les scénarios qu'ils ont eux-mêmes activés. Si on prend un cas relativement simple, où vous avez par exemple une machine avec du LAMP, un blog sous WordPress et du SSH, vous allez remonter des attaques de type SSH brute force et des scans de vulnérabilité sur vos services HTTP, et vous allez recevoir en échange les listes d'adresses IP qui sont susceptibles de vous attaquer sur ces services et sur ces types d'attaques, puisqu'on les a vus attaquer un très grand nombre de membres de la communauté sur des scénarios tout à fait similaires. Et on est assez transparent sur le fait que pour nous, ce logiciel open source est le moyen et non la finalité. Pour nous, le but, c'est de créer cette CTI, cette base de réputation d'adresse IP. Et donc pour y arriver, il faut qu'on arrive à avoir le plus grand nombre d'utilisateurs et la plus large adoption, d'où le fait que le logiciel est open source. Et ici, quand on dit open source, on parle réellement d'une licence très libre comme la licence MIT, donc qui permet des usages commerciaux et extrêmement larges. Et les questions qui vont se poser naturellement de quels sont les aspects monétisation. Pour nous, l'aspect monétisation est réellement le fait d'être capable de monétiser après ses réputations pour des gens soit tout simplement qui n'y participeraient pas, de dire moi je pourrais accéder à la réputation mais sans y contribuer, ou alors un accès extrêmement large aux informations de réputation. Là où aujourd'hui on va simplement redistribuer les listes des adresses IP susceptibles de vous attaquer, des personnes qui voudraient avoir un niveau de granularité beaucoup plus élevé sur pourquoi est-ce qu'on considère telle adresse IP comme dangereuse, etc. ou à quelle époque. Et donc on va maintenant voir une démo sur... Voilà. Donc voilà, exactement. Donc une démo sur un environnement Linux classique. Là, on va prendre une machine sous Debian avec un service Nginx, un MySQL, un SSH, comme il y en a tant sur Internet. On utilise les services de package cloud, donc il y a un repository qui nous permet de distribuer des paquets pour Debian, Red Hat et ainsi de suite.
On va ajouter le repository et on va donc pouvoir installer CrowdSec. CrowdSec, à l'instar de son ancêtre Fail2ban, a une approche pour avoir la barrière technique la plus basse possible. Et là, typiquement, le service d'installation va détecter les différents services qui sont présents sur la machine. Donc ici, un serveur web Nginx, un service SSH et le fait qu'il s'agisse d'un environnement Linux. Et va déployer directement ce qu'on appelle des collections, donc des ensembles de configurations cohérents adaptés. Le service est maintenant déployé, donc comme on l'a dit, CrowdSec est en charge de la détection. On va regarder les logs de CrowdSec et on va pouvoir simuler une première attaque. Ici, on va utiliser Nikto, vénérable scanner de vulnérabilité web, mais qui a l'avantage d'avoir un comportement tout à fait représentatif de ce type d'outil. Et on voit ici que notre adresse IP se fait immédiatement détecter pour avoir réalisé différentes attaques, comme avoir essayé d'accéder à un très grand nombre de fichiers qui n'existent pas, avoir essayé d'accéder à des fichiers sensibles, avoir même tenté des attaques de type XSS. Et on voit que notre adresse IP devrait être bloquée pendant 4 heures. C'est bien l'adresse IP depuis laquelle on a attaqué. Or, CrowdSec étant uniquement en charge de la détection, si on se met du point de vue de l'attaquant, l'attaquant aujourd'hui a toujours accès en fait au serveur web. On a simplement été en mesure de le détecter. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer un bouncer qui lui est en charge d'appliquer la rémédiation. Ici, on va déployer un des bouncers les plus simples qui soit, à savoir un bouncer firewall. On va donc pouvoir installer ce bouncer. Ce bouncer va s'enregistrer auprès de l'instance de CrowdSec qui est installée localement. Et donc maintenant, si on se met du point de vue de l'attaquant et qu'on essaie de nouveau d'accéder à notre site web, ce coup-ci on est bloqué tout simplement au niveau du firewall. Pour la suite de la démo, on va donc supprimer le bannissement qui a été mis en place suite aux attaques qu'on vient de déclencher. Et donc on peut de nouveau accéder à notre site web. On va maintenant déployer un dashboard. Donc pour ça, on s'appuie sur Metabase, qui est un logiciel libre assez similaire à Kibana pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui vont nous permettre d'avoir une observabilité un petit peu sur les différentes attaques qu'on a pu détecter. Donc ici, on est sur l'approche relativement simple. On va déployer en fait tout simplement un conteneur Metabase préconfiguré avec des dashboards pour avoir de l'observabilité. Pendant ce temps-là, alors qu'on a décidé de déployer un bouncer pour la partie firewall, on voit qu'il existe plein d'autres bouncers en fait pour différents composants de la couche applicative. On aurait pu installer un bouncer pour WordPress ou pour Nginx ou pour différents cloud providers. Notre conteneur Metabase est maintenant déployé et on va pouvoir se connecter sur l'interface qui vient d'être déployée pour nous. Forcément, on ne va pas avoir grand-chose, on vient tout juste de déployer le logiciel, on a bloqué, on a simulé une attaque, mais voilà, on a un dashboard relativement simple et fonctionnel avec les informations de géolocalisation, les informations de timeline ou encore la répartition des différentes attaques qui ont été réparties. Un autre aspect qu'on va démontrer, c'est la capacité d'évolution du logiciel. Typiquement, mon firewall est configuré pour loguer toutes les tentatives de connexion. C'est une information super intéressante d'un point de vue sécurité. Et toujours en utilisant le hub, on va installer une nouvelle collection, ce coup-ci qui est en charge d'être capable de lire les logs générés par iptables, ce qui va nous permettre de comprendre les logs qui sont générés par iptables et de détecter, par exemple, du scan de port. Donc, on reload le service. On va de nouveau regarder nos logs CrowdSec. Donc, comme on s'est débanni, on devrait normalement toujours avoir accès à notre machine. Et on va maintenant lancer Nmap, le scanner de port bien connu, et on voit immédiatement dans les logs de CrowdSec que notre adresse IP a été détectée pour une nouvelle attaque. On a pu détecter cette attaque puisqu'on vient d'installer la collection qui est capable de comprendre les logs iptables et donc de détecter dedans un certain nombre de choses comme un scan de port agressif. Vous vous en doutez, on essaie de nouveau d'accéder à notre site web et on n'y avait plus accès. Et enfin, un dernier aspect qu'on va démontrer est la capacité qu'a CrowdSec à travailler non seulement sur des logs à chaud, mais aussi sur des logs à froid. On sait que la peur des faux positifs ou des faux négatifs est un sujet assez récurrent. Et là, on donne à manger, entre guillemets, à CrowdSec nos logs de l'année 2019. Et on voit ici que des attaques sont en train d'être détectées, mais qui se sont produites en 2019. Si on retourne dans le dashboard, on va voir, en retournant dans le passé, que nos données sont aussi ingérées. Et donc, ce que ça démontre ici, c'est que quand on subit une attaque et qu'on met en place un scénario, ça va permettre de retester les scénarios qui viennent d'être créés face à des vieilles attaques, voire même tout simplement d'assister quand on fait des analyses post-mortem ou du forensic, voire de manière plus large, de créer du reporting. Ouais, dernière. Ah non, il a... Ah merde. Voilà, merci. Et donc sur la partie moteur comportemental, donc là au cours de la démo, on a démontré des attaques relativement simples comme du scan de vulnérabilité, du scan de port ou des choses comme ça.
Mais le système de grammaire étant relativement flexible, donc c'est tout simplement des fichiers YAML, il y a aujourd'hui des gens qui s'en servent déjà pour détecter et remédier à des attaques plus complexes, soit d'un point de vue technique ou alors des attaques métiers. On a par exemple sorti un article sur le fait d'être capable de mitiger des dénis de services applicatifs très fortement distribués où chaque adresse IP réalise seulement une ou deux requêtes HTTP et d'arriver à endiguer ce type d'attaque avec CrowdSec. On s'intéresse aussi au sujet des ransomware, tout particulièrement la détection des mouvements latéraux au sein d'un réseau et de manière plus générale la flexibilité du système de grammaire, des mécanismes d'enrichissement et du système de scénario permet d'adresser un nombre très important de menaces. Et si jamais la capacité locale est en soi importante, le côté et ce nombre de la foule, en dehors du fait de redistribuer des adresses IP et d'être capable donc de manière préventive de bloquer certaines attaques, va permettre d'endiguer des attaques contre lesquelles il est très dur de lutter à une échelle individuelle. Si on prend par exemple ce qu'on appelle le credential stuffing, donc une pratique qui consiste, lorsque des dumps de login mot de passe sont diffusés, à aller les essayer sur un maximum de sites. Si vous essayez de lutter contre ça à une échelle individuelle, ces attaques sont tellement sporadiques et qui durent quelques secondes, à peine vous la détectez et vous essayez de la bloquer, l'attaquant est déjà passé une autre cible. Et là ici, le pouvoir et le nombre de la foule va faire que si l'attaquant va réaliser son attaque sur quelques dizaines de participants du réseau, l'information va être propagée. Donc l'attaquant va augmenter significativement pour lui le coût de la réalisation de l'attaque, puisqu'il sera obligé de changer en permanence d'adresse IP source pour continuer à réaliser son attaque. Merci Thibaut. Peut-être qu'à ce stade, on va expliquer le pourquoi cette logique de la foule. On est dans une guerre de ressources. La seule chose, la seule valeur qui compte pour un hacker, pour un cybercriminel, pardon, ça va être le nombre d'IP qu'il a. Pourquoi? Parce que les cybercriminels ont horreur de se faire réveiller à 6 heures du matin par le FBI. Parce qu'ils ne sont pas du matin, comme on le sait tous. Et pour ça, ce qu'ils font, ils se cachent derrière des IP qui piratent ou qui louent, enfin bref, qui ne sont pas les leurs. Or, notre but, c'est de les mettre nus dans la rue. On s'attaque en fait à la seule ressource qui compte pour eux, à savoir l'anonymat. Les IP qu'ils utilisent pour cacher leurs attaques. CrowdSec pèle l'oignon qu'ils mettent autour de pour se protéger, et c'est pas nous qui pleurons. Donc, en éliminant toutes ces IP, en les asséchant, en les drainant, on ralentit considérablement la capacité d'impact des cybercriminels qui ont de moins en moins d'IP pour lesquels derrière lesquels ils vont pouvoir se cacher et qui sont obligés de ralentir considérablement la vitesse de propagation de leurs attaques pour éviter de rentrer dans notre radar. Et puisqu'on le fait tous ensemble, on est d'autant plus efficace. Et c'est d'ailleurs là qu'on veut en venir. En fait, ce qu'on fait, c'est une CTI globale, distribuée, mondiale, collaborative. Je prenais l'exemple tout à l'heure avec une personne de Scaleway et une autre de OVH et une autre peut-être de Link by Net ou enfin je vais pas tous les citer, vous comprenez le principe. Ils peuvent pas échanger de la donnée en direct entre eux. En se disant tiens j'ai été attaqué par un tel, je me suis protégé, etc. Par contre, si nous, on est au milieu et qu'on dit, OK, OVH s'est fait attaquer par un tel, Scaleway s'est fait attaquer par un tel, Link by Net s'est fait attaquer par un tel, OK, bah, très bien, on va pouvoir distribuer cette information, ou Outscale, on va pouvoir distribuer cette information et les aider tous à se protéger les uns les autres comme un tiers de confiance. Et c'est bien là la force du réseau. Une CTI classique, c'est quoi? C'est quelques centaines de machines distribuées sur un ou deux clouds dans le monde qui simulent des services SSH ou HTTP ou autres pour se faire attaquer, pour repérer les IP qui les attaquent. Nous, on ne simule pas. C'est des vrais services, sur des vraies machines. C'est pas sur un ou deux clouds, c'est sur n'importe quel type de connexion, n'importe où dans le monde. On a des gens qui travaillent en Islande, des individus avec des connexions fibre. On a une université au Togo, on a des sweatshops en Thaïlande, on a des SMB peut-être en Amérique du Nord. On a des très grandes corporations, d'ailleurs aussi en Amérique du Nord, on a des SMB en Russie, etc. Ce qui fait que nos signaux viennent de partout dans le monde. Il n'y a pas un type. On ne peut pas pointer du doigt tel computer et une CTI, non. Et l'autre problème, c'est qu'on n'est pas 100, 200, 300 ou 400 machines. C'est qu'au bout de 12 mois d'exploitation, on est déjà 17 000 dans le réseau. 17 000, on a 17 000 machines qui nous reportent en temps réel les attaques auxquelles elles font face. Ce qui fait déjà probablement de nous un des plus grands réseaux de CTI au monde, gratuit et collaboratif. C'est pour ça que c'est relativement utile, je dirais, de crowdsourcer cette cyberintelligence. Alors, pour rassurer tous ceux qui sont dans un contexte RGPD ou dans un contexte strict en termes de partage de données, on ne partage pas nos données. Vous n'envoyez pas vos logs. Ils sont traités en local chez vous. Il n'y a rien qui sort. Donc, on respecte le RGPD parce qu'on exporte le minimum d'informations possible, à savoir l'heure de l'attaque, l'IP qui a attaqué et le scénario qui a attaqué, pendant le moins de temps possible.
Et en plus, après, on fuzz cette information pour stocker que le minimum légal et le moins de temps possible. Donc vous n'avez aucune dépendance online. Et si vous ne voulez pas partager, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, c'est pas ça qu'on monétise. Et justement, à ce sujet, on est déjà 17 000 dans plus de 100 pays. On a une adoption d'à peu près 1% par jour. On a plus d'un demi-million d'IP bloqués dans la première base qu'on appelle Smoke. La base Smoke, en fait, c'est la base où on sait que ces IP ont été agressives, mais le réseau n'est pas arrivé à un niveau de corrélation suffisant pour qu'on puisse en faire un blocage à adresser à toute la communauté. Mais par contre, c'est utile pour des gens comme ceux qui font de la CTI ou du SIEM pour confirmer des signaux que vous avez déjà. CrowdSec les connaît probablement déjà, et si on les connaît déjà, on vous confirmera dans votre pensée que cette IP est probablement dangereuse, je sais pas, à un SOC par exemple. La base Fire, par contre, c'est la base que vous pouvez bloquer. Allez-y, il n'y a aucun doute. Le réseau est arrivé à un niveau de corrélation suffisant pour qu'on soit certain, sans aucune forme de doute possible et sans aucun faux positif, que vous pouvez bloquer cette IP. Après, vous pouvez la bloquer comme vous voulez, comme on l'a vu. Vous pouvez envoyer un CAPTCHA, vous pouvez mettre ça dans un firewall, vous pouvez le bloquer au niveau d'un reverse proxy, d'un load balancer ou autre chose. Ou même au niveau logique dans votre Magento, dans un tunnel de commande, pour éviter, je sais pas moi, du credit card stuffing. Mais on sait que ces IP, de façon certaine, sont agressives. Donc voilà ce qu'on fait avec Thibaut depuis un peu plus d'un an. On a déjà beaucoup de gens qui contribuent, on a beaucoup de gens qui l'ont adopté. On espère que vous le ferez vous aussi. Notre but à terme, c'est d'avoir 1 million de machines dans cette CTI mondiale qui vont nous reporter en temps réel la cartographie de toutes les IP pourries dans le monde que vous pourrez bloquer dans vos infrastructures. Voilà, et vous avez un moyen très simple de nous y aider, c'est juste d'installer un logiciel gratuit qui vous permettra de vous protéger. Un petit dernier mot à ce sujet. Beaucoup d'entre vous sont très intéressés par la problématique du ransomware. Il se trouve que CrowdSec Out of the Box vous protège déjà contre pas mal d'aspects du ransomware. Le password guessing, password brute forcing, c'est quelque chose qui est un scénario standard qu'un par défaut. Pas mal d'exploits qui lancent des vulnérabilités contre des serveurs. Donc on a une collection de vpatch de plusieurs types différents qui grossit régulièrement. On a aussi tout ce qui est Internet Exposed Service. Donc on va pouvoir vous protéger sur ces aspects-là, en tout cas sur ceux qu'on connaît et ceux pour lesquels on a des scénarios. Et puis, on va vous protéger aussi éventuellement contre le lateral movement. Donc là, on va vous créer des canaries pour 15 $ avec un petit Orange RP, PR1. Vous installez CrowdSec dessus et vous mettez les scénarios qui permettent de détecter si vous avez une énumération AD, DNS ou un scan de port qui part depuis le LAN, ce qui est généralement la première action que va mener une personne qui est déjà dans votre réseau et qui veut faire un lateral move pour prendre plus de positions et chiffrer vos données. Donc c'est quelque chose qui est dispo gratuitement, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont soit reliés à la justice, aux forces de police ou aux forces gouvernementales, nous avons aussi une possibilité de partager avec vous certaines informations du Data Lake Smoke qui peuvent vous être utiles. Ça sera fait gratuitement et gracieusement. Et on est également preneur des étudiants, notamment des PhD, qui veulent faire des études sur des grandes masses de données, puisqu'on peut porter vos expériences à travers notre réseau pour collecter éventuellement des informations qui vous permettront de faire avancer un sujet qui nous tient tous à cœur, à savoir la cybersécurité. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, je pense qu'on est encore dans les temps, donc n'hésitez pas. En effet, on a 5 minutes. Je vais passer le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. Bonjour, je reprends votre parallèle que vous avez fait avec Waze. Waze, on peut déclarer un incident, donc après c'est communautaire et tout le monde sait qu'il y a un incident. Et puis après on peut dire il est fini, il n'est plus là. Comme on sait que les hackers ils peuvent attaquer des sites légitimes pour rebondir et faire des attaques, une fois qu'ils ont patché, comment on dit que c'est bon? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, quand on va flaguer une IP comme étant malveillante, en fait, on va conseiller qu'elle est malveillante pendant 72 heures. Parce qu'on part exactement du même précepte que 95% des machines qui sont malveillantes sont des machines qui étaient légitimes, qui ont été compromises, qui attaquent à leur insu jusqu'à ce que le propriétaire soit alerté par un abus ou autre et comportement, fait son nettoyage, etc. Et ça nous permet simplement en fait de trier les machines qui sont compromises et qui servent à des attaques et les quelques hosters, on va dire, où là on a clairement un propriétaire original de la machine et de l'adresse IP qui lui est mal intentionné. En gros, on veut éviter l'effet abuse IPDB où on a certaines adresses IP qui sont en âge d'aller acheter des cigarettes, quoi. Donc là, au bout de 72 heures, si une IP n'a pas fait plus d'agressions, elle va être automatiquement enlevée du data lake.